Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce premier live IMT donc pour l'industrie du futur. Excusez-nous pour ces 7 petites minutes de retard, quelques petits ajustements techniques à peaufiner. Avant de démarrer, je vous envoie juste un tout petit sondage pour mieux vous connaître et on démarre tout de suite avec simplement une présentation un petit peu de ce qui vous attend pour cette prochaine heure. Donc, je me présente, je suis Martine Assard, je suis responsable de l'Observatoire des métiers de l'Institut Mines Télécom, donc l'IMT qui est un réseau de 7 écoles d'ingénieurs, une école de management pour former les ingénieurs et les managers de demain. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais déjà vous donner quelques petits éléments de contexte sur l'origine de ce projet que, à la direction générale de l'Institut Mines Télécom, nous avons conduit avec mes partenaires qui sont là ce soir et que j'ai nommé donc Bruno Grandjean, qui est donc l'ancien président de l'Alliance Industrie du Futur et PDG de Redex Group. Nous avons aussi ce soir Boris Lombard, qui est aussi partenaire au projet et que je remercie de sa présence. Frédéric Renal, qui a eu le plaisir d'animer pendant au moins plus d'une 60aine d'émissions et pendant 1 an et demi les webcafés, dont ces lives sont la prolongation. Webcafé qui étaient des rendez-vous hebdomadaires et qui avaient pour vocation de réunir des chefs d'entreprise pendant la crise sanitaire. Donc voilà, donc à l'IMT, avec nos partenaires, on a décidé de donner une suite à ces rendez-vous pour rester connectés avec le monde de l'industrie, pour continuer à parler industrie, pour créer des passerelles entre le monde académique et le monde industriel, tout en laissant la main à nos étudiants, puisque c'est eux qui vont prendre en main ce projet et qui vont tous les mois vous donner rendez-vous avec une thématique sur une technologie, mais pas que, sur des problématiques telles que la RSE, telles que la transition écologique, problématiques organisationnelles, voire managérielles. Bref, on vous questionnera aussi, si vous le souhaitez, sur des thématiques que vous souhaitez aborder. Alors, pour ne pas faire trop long, je voulais aussi vous donner un petit peu le cadre et le programme de cette soirée. Donc simplement, dans un premier temps, Gabriel Boudès, qui est donc étudiant à IMT Nord-Europe, et Louise Levensuk, qui est une alumni, puisqu'elle s'est diplômée l'année dernière de notre école d'IMT Atlantique, vont pouvoir questionner deux nos invités. Donc Jérémy Soulestin, qui est donc enseignant-chercheur à IMT Nord-Europe, Arnaud Pommier, qui est donc gérant d'Elamplast, et Mathieu Régnier, qui est président, directeur d'Agoma. Voilà, je ne vais pas faire plus long, je vous dis juste qu'à la fin de l'émission, il y aura donc un temps d'échange, un temps d'interaction avec vous, donc n'hésitez pas, pendant le premier temps d'échange, à poser vos questions. Dans la deuxième partie de cette émission, on essaiera d'y répondre. Voilà. Alors, dans les webcafés, il était d'usage de donner la parole au président Bruno Grandjean. Donc, on va garder la même tradition et c'est donc Bruno qui va ouvrir le bal. Merci Martine et bonjour à tous. C'est un grand bonheur de retrouver les webcafés, d'être ici au sein d'une école d'ingénieurs entourée de jeunes pour cette nouvelle formule des webcafés. Et je vais enfoncer une porte ouverte, mais il n'y aura pas d'industrie et de renaissance industrielle sans nos jeunes, sans notamment nos jeunes ingénieurs. Et faire en sorte d'attirer les talents, comme on dit, vers nos métiers est quelque chose d'essentiel. Donc très heureux d'être présent. Très heureux de voir cette formule que nous avions lancée au départ de la crise du Covid, lorsque les industriels étaient un peu isolés et avaient besoin de faire du réseau, d'échanger, de partager. Maintenant, c'est une nouvelle phase, je crois, ce que Martine a lancé avec toute l'équipe. La nouvelle équipe, c'est quelque chose de tout aussi important, de faire en sorte qu'il y ait des passerelles entre le monde de la formation et le monde de l'industrie. C'est véritablement une des clés du renouveau industriel. Donc attirer vers nos métiers, faire mieux comprendre les métiers de l'industrie, partager cette passion que nous avons pour l'industrie et faire en sorte que cette nouvelle génération puisse participer à cette reconquête industrielle, à ce renouveau industriel qui est indispensable pour le pays. C'est quelque chose de très important
et les industriels doivent faire une partie du travail, doivent aller au contact des jeunes. Les industriels se plaignent souvent, hein, les jeunes ne s'intéressent plus à l'industrie, on a du mal à recruter, mais c'est peut-être aussi parce que de notre côté, nous n'avons pas fait ce qu'il fallait pour faire partager cette passion de l'industrie. L'industrie, c'est important à plusieurs niveaux, vous le savez tous, mais je voudrais le rappeler. Hein, évidemment, la transition énergétique, elle se fera grâce à de l'innovation, on le voit très bien. Évidemment, tous les défis d'aujourd'hui, l'inclusion, de faire en sorte que nous ayons une société prospère, que nous ayons une société qui puisse toujours financer un modèle social et culturel avancé. C'est quelque chose qui passe par l'industrie. Désormais, tout le monde l'a compris. Donc, c'est un sujet majeur qui, d'ailleurs, a été évoqué longuement durant la campagne électorale, hein, la campagne présidentielle, et qui reste un sujet d'actualité. Donc, très heureux de pouvoir modestement contribuer et faire en sorte de transférer, finalement, de passer le relais à une nouvelle génération pour ces web cafés. Et un grand merci de vous être impliqués. Je sais que c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. C'est quelque chose d'un peu nouveau pour beaucoup, mais c'est quelque chose d'essentiel. Et nous, industriels, je crois que Boris, que Frédéric et bien d'autres seront là pour continuer cet échange et essayer de vous donner le petit coup de pouce, vous transférer cette passion qu'on a pour l'industrie et construire ensemble un outil au service de ce renouveau industriel. Donc un grand merci à tous. Et je finis juste avec une petite anecdote. Il y a près de 40 ans, j'étais à Douai pour passer un concours d'ingénieur. J'ai failli faire mes études ici, alors j'ose pas le dire, parce que comme je ne suis pas venu finalement à Douai, l'histoire n'est pas aussi belle, mais j'avais été déjà très fortement touché et je suis revenu à Albert quelques années plus tard dans la machine-outil, par cette région qui est fortement marquée par l'histoire de l'industrie, avec ses hauts et ses bas, avec ses difficultés, mais une région qui, je crois, aime l'industrie et où il y a un esprit, où souffle un esprit particulier, donc un endroit parfait pour inaugurer cette nouvelle saison des web cafés de l'industrie. Donc un grand merci à toute l'équipe, à Martine pour ce démarrage. J'ai peut-être été trop long, mais voilà, l'essentiel est dit en tout cas pour ce que je voulais vous donner comme message. Un grand merci et bon courage pour cette nouvelle saison. Voilà. Frédéric. Merci Bruno. Et bien voilà, un an après, hein, l'intervention de Bruno m'a rappelé quelques souvenirs dans ces web cafés où j'ai eu la chance, pendant un peu plus de 55 émissions, de recevoir à peu près 200 industriels. Et bien voilà, vous m'avez manqué. Les industriels m'ont manqué. Cette émission m'a manqué. Vous avez vu qu'on l'a beaucoup rajeuni. Je ne serai pas seul et je ne serai même presque pas là. Ce sont deux de nos jeunes qui vont me remplacer et qui vont animer cette émission, recevoir nos industriels, échanger, discuter, faire le point de ces technologies, faire le point de ce que l'industrie 4.0, cette fameuse industrie du futur, peut apporter. Avec l'idée, bien sûr, d'abord de mettre en avant les savoir-faire de nos industriels, et puis aussi, peut-être, de faire en sorte que nos jeunes aillent plus vers l'industrie et plus vers la production. C'est quand même le cœur du métier, hein. Un industriel, dans l'industrie, ça se passe beaucoup à l'atelier. Les bureaux d'études, c'est important, bien sûr, mais ça se passe beaucoup à l'atelier. Et l'industrie, ça ne se passe pas du tout dans les cabinets de consulting. Donc, on va essayer de vous convaincre que ce métier de l'industrie, ces technologies, sont des endroits où on peut non seulement faire carrière, mais trouver des choses absolument formidables. Alors, on va recevoir des industriels, comme on le faisait d'habitude, et on va recevoir aussi un enseignant-chercheur. On n'a pas reçu beaucoup de chercheurs dans les web cafés, et c'est une façon peut-être de montrer que cette nouvelle session va apporter peut-être un peu plus de diversité pour ceux qui vont parler d'industrie. Donc Jérémy Soulestin qui va nous parler de la fabrication additive. On a souhaité, nos jeunes ont souhaité, nos étudiants ont souhaité que cette première émission soit sur ce thème. La fabrication additive, ça a été la star des médias et il y a quelques années. C'était une révolution annoncée. On allait toute l'industrie allait passer à la fabrication additive et l'imprimante 3D ou l'impression 3D allait devenir la solution d'à peu près tous les problèmes industriels. Quelques années plus tard, le soufflet est un peu retombé et on a trouvé qu'il était intéressant au cours de cette émission de faire un état des lieux finalement. Qu'en est-il de cette technologie? Quel est son avenir? Est-ce qu'on a survendu cette technologie? Quels sont ses usages?
Et on va confier à nos 2 jeunes élèves ingénieurs le soin de décortiquer cette matière et de donner un état des lieux le plus objectif possible. Alors pour ce faire, on va commencer par un ancien chercheur dont le métier justement est de travailler sur ces problématiques-là. Jérémy, je vais te laisser ma place et te confier à Gabriel qui va te tourmenter sur ce sujet de la fabrication additive. Bonsoir à tous. Donc on est ici, il y a une imprimante 3D derrière nous. On va commencer par un état des lieux. Comment fonctionne l'impression 3D? Quels sont les matériaux, les différentes techniques utilisées? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, effectivement, c'est une bonne question pour démarrer. Donc l'impression 3D, vous connaissez tous l'impression qu'on se sent obligé d'appeler 2D aujourd'hui avec l'imprimante que vous avez probablement chez vous à côté de votre ordinateur. Donc qui a la capacité à déposer, à dessiner sur une feuille de papier en 2 dimensions. Et finalement, l'impression 3D, c'est un peu la même chose. On va dessiner un objet en 3D avec un logiciel de modélisation. Une fois qu'on a dessiné cet objet, on va le trancher en couches. Et finalement, on va faire une addition de ces couches successives pour venir créer la pièce, imprimer la pièce en 3D. C'est pour ça qu'on parle de fabrication additive, puisque finalement, on vient ajouter couche après couche la matière pour obtenir l'objet en 3 dimensions. D'accord, on m'a parlé de plusieurs composants à la base en filament, en poudre, c'est ça? Alors il y a plusieurs technologies de fabrication additive qui existent. Il y a une norme, il y en a 7. Donc nous ici, vous avez notre outil de travail qui est en arrière-plan. Alors ici, c'est une grande imprimante 3D qui est basée sur un robot. Et donc nous, on travaille sur les matières plastiques. Et donc dans le domaine des matières plastiques, on va retrouver principalement 3 technologies. Je ne vais pas détailler les 7, je vais en détailler 3. On a des technologies qui sont celles qu'on utilise ici, qui sont des technologies dites à base d'extrusion. Donc on vient fondre la matière et la déposer donc pour former ces couches dont je parlais. On a des technologies qui sont celles que Arnaud Pommier d'Elamplast utilise, qui parlera un peu après. Donc des technologies de fusion laser de lit de poudre. Donc pareil, on a un lit de poudre et on vient fondre ce lit de poudre sur l'épaisseur d'une couche, suivant la forme de la pièce. Puis on fait ça par étapes successives. Puis on a des technologies qui sont plutôt des technologies de projection de liant. Donc on a une poudre et on vient avec une technologie dite de jet d'angle, projeter un liant sur un polymère et qui est ensuite aggloméré pour former l'objet final. Donc c'est 3 des technologies qui sont utilisées notamment sur les matières plastiques. D'accord, donc c'est beaucoup plus clair, merci. Vous êtes enseignant-chercheur. Un petit mot sur la formation du coup, dans l'impression 3D. Comment est-ce qu'on est formé à l'impression 3D? Est-ce qu'il y a une forte demande de la part des étudiants et aussi des professionnels? Alors, en ce qui concerne la demande des étudiants, c'est très variable. Mais j'ai envie de dire que pour se former, ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'il y a une communauté qui est très active. Vous connaissez les makers qui utilisent qui ont des imprimantes 3D chez eux. Et finalement, parmi nos élèves, on a des étudiants qui sont déjà très bien formés parce qu'ils ont 1, 2, 3 imprimantes 3D chez eux. Et en fait, ils ont acquis des compétences. Alors, ils se sont formés par eux-mêmes. Vous connaissez ça, je vous l'apprends pas. Donc là, il y a une communauté qui est déjà très active, qui, avec ces petites imprimantes 3D, se forme. Alors, les industriels ont fait la même chose aussi. Il y a 5 ans, quand on a eu le boom autour de l'impression 3D, il y a beaucoup d'industriels dans les ateliers qui ont acheté des petites imprimantes 3D pour aller fabriquer des objets dont on avait besoin pour réparer sur une ligne de prod, faire un peu de maintenance, se faire des petits outillages. Et c'est des gens qui se sont formés un peu par eux-mêmes. Puis bon, après, évidemment, on a des approches un peu plus industrielles. Alors, moi, j'ai parlé des plastiques, mais on peut parler aussi de la fabrication additive métal, puisqu'on peut faire de la fabrication additive métal. Là, c'est des choses qui sont beaucoup plus pointues. Et alors là, effectivement, on peut imaginer que c'est plus nécessaire de passer par une formation de type ingénieur, ou alors des formations spécifiques de type master spécialisé. Et c'est des choses qui se mettent un petit peu en place progressivement. Mais c'est un sujet qui est jeune et qui bouge par essence du coup très vite. Et donc c'est assez compliqué de mettre en place des formations et ça demande du temps, mais les choses sont en train de s'installer petit à petit.
D'accord, donc on a vu la formation. Maintenant, un mot justement sur la recherche. Quels sont les freins et les perspectives d'évolution dans l'impression 3D? Alors des freins, il y en a beaucoup. C'est d'ailleurs pour ça que c'est peut-être pas la révolution qui était attendue. Un des freins, en particulier il y a 5 ans, dans notre domaine des matières plastiques, quand on a commencé, avoir une imprimante 3D, c'était très facile. Mais un des problèmes auxquels étaient confrontés les industriels de la plasturgie, donc, qui travaillent les matières plastiques, c'est qu'ils avaient un problème de matière. On avait très peu de matières différentes qui étaient disponibles pour l'impression 3D. Et donc ça ne pouvait pas répondre à leurs besoins. Pour un industriel de la plasturgie, on a besoin d'un matériau qui est par exemple résistant au feu. Et un matériau résistant au feu en impression 3D, ça n'existait pas. Alors, face au boom de la fabrication additive qu'il y a eu, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé, qui ont diversifié le catalogue de matières, et les choses ont progressé petit à petit. Donc, nous, le travail qu'on a dû mener, et un travail de recherche qu'on a mené pour lever un des freins, c'est un travail sur les matières. Ensuite, les matières qu'on utilise, elles ne sont pas toujours pensées pour la fabrication additive. Et du coup, c'est extrêmement compliqué de travailler avec ces matières parce qu'elles ne sont pas adaptées. Donc on est obligé d'avoir des réglages très très fins et très subtils sur la machine pour pouvoir arriver à sortir une pièce de qualité. Donc il y a un travail qui consiste à bien maîtriser le process pour être capable d'aller au plus vite vers ces réglages. Et puis en parallèle, un travail qui consiste à bien comprendre le procédé pour se dire, bah, voilà, avec les fabricants de matières, bah, comment eux peuvent designer une matière pour répondre aux besoins spécifiques de l'impression 3D, qui fera que bah, finalement, ça sera beaucoup plus facile et beaucoup plus adapté, et donc on pourra produire plus facilement. Donc c'est deux des leviers auxquels on fait face, il y en a d'autres, et on a beaucoup avancé en 5 ans sur ces sujets. D'accord, donc vous l'avez dit, l'impression 3D, c'est un travail minutieux. Et je pense qu'on a tous un peu cette idée reçue de l'impression 3D pour une pièce unique. Est-ce que la production en série, c'est un enjeu pour l'impression 3D? C'est quelque chose qui est déjà fait? Alors, c'est une question complexe. C'est difficile d'y répondre en quelques secondes. D'abord, la fabrication additive, elle a un intérêt, c'est qu'elle est plutôt très adaptée pour faire des pièces uniques. Parce que les technologies de fabrication qu'on utilise habituellement, c'est des technologies qui reposent souvent sur l'usage de moules. Un moule, ça coûte cher. Et c'est long éventuellement à fabriquer, à produire, avant de pouvoir commencer à fabriquer les pièces. Et donc là, l'avantage de l'impression 3D, c'est qu'on peut obtenir très rapidement et à moindre coût une pièce unique. Ça peut être une pièce personnalisée, ça peut pour le médical. Enfin, il y a différents cas pour lesquels ça présente un intérêt. Après, faire de la production de masse, il y a des choses qui sont possibles. Je pense Mathieu de Dagoma pourrait en parler mieux que moi. Hein. Quand une pièce est long à la fabriquer, on peut utiliser plein de machines. C'est une solution. Après, faut pas se leurrer. L'industrie de la plasturgie ne va pas fabriquer toutes ces pièces avec des imprimantes 3D. L'injection moulage a encore de belles heures et de belles années devant elle, parce que c'est une technologie qui est beaucoup plus adaptée pour produire des pièces par million. L'impression 3D n'est pas faite pour ça. En tout cas, pas aujourd'hui. Peut-être que demain, on pourra trouver des solutions, mais pas aujourd'hui en tout cas. Chaque technologie a son avantage. C'est une corde supplémentaire à l'arc des industriels et des gens qui veulent utiliser ces technologies. D'accord, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Et merci à vous. On a la chance d'avoir un enseignant-chercheur avec nous, d'avoir des gens qui c'est le métier. Je m'adresse au public. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat et on y répondra en fin, après avoir fait passer tous les intervenants. Donc voilà, n'hésitez pas à vous écrire vos questions maintenant, on essaiera de les traiter après. Merci à vous. Beaucoup. Merci Jérémy. On est ravis d'apprendre que l'injection moulage ne disparaîtra pas. Ça va rassurer un certain nombre d'industriels dont c'est la spécialité. Merci d'avoir rassuré ces industriels. Alors, effectivement, une première approche, hein, l'approche du scientifique, l'approche du chercheur sur ce qu'elle peut faire, ce qu'elle ne peut pas faire. Ce qui nous a paru intéressant, c'est de regarder maintenant, de décliner finalement le process de fabrication entre des industriels qui sont des fabricants, qui fabriquent ces fameuses imprimantes 3D, et puis ceux qui les utilisent. Alors parmi les fabricants, une entreprise, Dagoma, que j'avais eu le plaisir de recevoir dans un de mes webcafés pour parler justement de cette fabrication additive,
Et je reçois son président, son dirigeant. Salut. Tu vas nous parler de ton entreprise en la présentant brièvement. Et puis ensuite, c'est Louise qui te posera quelques questions sur ton métier. Super. Merci. Bonjour. Bonjour. Donc, est-ce que vous pourriez nous présenter un peu votre entreprise et votre lien, du coup, qui est quand même très fort avec l'impression 3D rapidement, si. Oui, bien sûr. Donc, Dagoma, c'est une entreprise qui conçoit, qui fabrique et qui vend des imprimantes 3D depuis 2014 à destination des particuliers et puis depuis 1 an et demi maintenant aussi à destination des professionnels. La particularité de Dagoma, c'est que les machines qu'on conçoit, elles sont réfléchies, conçues, imaginées en utilisant des technologies additives, donc l'impression 3D à nouveau, et donc beaucoup de nos pièces sont fabriquées via nos produits. D'accord, donc c'est de l'impression 3D pour faire de l'impression 3D. Entre autres. D'accord, merci beaucoup. Et comment, parce que du coup l'impression 3D, on vient de l'évoquer, c'est une technologie qui est, alors pas forcément très récente, mais qui s'est beaucoup développée ces dernières années. Comment en tant qu'outilleur, si on peut le dire, on prend place dans ce marché-là, et quels sont les défis auxquels on fait face en termes de révolution technologique quotidienne, etc. Ok, je vais prendre la question à l'envers. Et moi, j'aime bien raconter que l'impression 3D, il y a 3 grands changements majeurs. Le premier, c'est que ce qu'on peut faire avec une imprimante 3D, c'est infini. Il y a plein de formes, il y a plein de possibilités. C'est très, très vaste. Le deuxième, c'est que c'est presque instantané. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir la pièce dans 1 semaine, 10 jours, 2 mois, avec d'autres technologies, je vais l'avoir en 2 heures à 20 heures, mais je vais l'avoir très vite. Et la troisième, c'est que c'est unique. C'est-à-dire que je peux faire 1000 pièces et avoir une différence sur chacune de mes 1000 pièces. Et ça, c'est un grand changement dans le monde de la production. Et ça impacte en fait 3 mutations. 3 mutations dont je trouve, on ne parle pas assez. Il y a une mutation dans le faire, dans le fabriquer. Pourquoi ? Parce que le fabriquer peut devenir, ou peut redevenir, j'ai envie de dire, beaucoup plus local, beaucoup plus itératif et avec un coût qui reste maîtrisé. Je n'ai pas dit que c'était pas cher, je dis que ça restait maîtrisé. La deuxième information qui est primordiale, et là on ne passe pas dans le produit, on ne passe plus dans le faire, c'est dans le partage. Je peux partager le quoi et le comment. Donc je peux vous dire, tiens, je vais fabriquer une coque, ok, coque de bateau, une coque de je sais pas quoi, peu importe. Mais maintenant, je peux aussi dire, tu vas fabriquer à l'autre bout du monde, exactement, avec une très grande précision, la même coque. Et pour ça, tu n'as besoin de 0 information autre que le fichier que je t'envoie. Et donc, c'est la digitalisation de la fabrication. Et le dernier point, c'est le repenser. Et ça, c'est très, très important. Et c'est pour ça qu'on est dans une école, d'ailleurs. C'est parce qu'il faut l'apprendre. La conception pour la fabrication additive n'est pas la même que la conception pour la fabrication soustractive, ou n'est pas la même que la conception pour la fabrication d'injection, etc., etc. Et donc, il faut repenser ces pièces dans les formes, dans les matrices, avec du design itératif, etc., etc. Donc il y a 3 grandes révolutions pour moi, ou en tout cas évolutions dans nos manières d'imaginer la fabrication de demain. D'accord. Et du coup, parce que vous parlez de changement, de report en fait de la fabrication, la réflexion peut être très distante par rapport au lieu de fabrication. Est-ce que pour vous, c'est dans la continuité de ce que vous faites en vendant des imprimantes 3D et au public et on va dire aux particuliers et aux professionnels? Alors, oui, on a à cœur de les fabriquer localement. Quand on était aux États-Unis, on a ouvert une usine pour fabriquer localement. On est en France, on essaye d'attaquer notre marché local. Et pour ça, il y a plein de raisons derrière, parce qu'il faut faire renaître un savoir et un savoir-faire, en l'occurrence, pour accompagner ces transitions, parce que le repenser, il ne va pas venir instantanément, il faut l'accompagner. D'accord, mais du coup, est-ce que les particuliers pourront imprimer les mêmes pièces que des professionnels chez eux ? Quand vous parliez d'exporter d'exporter la digitalisation en fait, de la production. La question, oui, la réponse c'est oui, ils peuvent. Maintenant, est-ce que les matières doivent être à disposition dans les maisons quand c'est des matières un peu chargées, un peu techniques, un peu complexes ? Je ne sais pas, et là on arrive sur un domaine plus éthique, mais sur le papier, oui, c'est tout à fait possible. Et il y en a déjà qui le font. Donc, D'accord. Et pareil, du coup, vous vendez des machines aux deux publics. Est-ce qu'il y a des différences entre une machine professionnelle et une machine particulière ? Plein. plein. Nos machines, en tout cas chez Dagoma, nos machines grand public sont des machines extrêmement simples à utiliser. Elles ont pour ambition d'être un petit peu comme nos téléphones aujourd'hui, avec le moins de boutons possible et vraiment très intuitives.
On a aussi une suite logicielle qui accompagne cela, avec très peu de réglages et quelque chose de très je choisis, j'imprime. Voilà, alors que toute notre partie professionnelle et industrielle, elle va évidemment beaucoup plus loin dans la technicité, puisque l'objectif c'est de faire des pièces bien sûr complexes, mais surtout techniques. Et donc là, on ouvre un panel de matériaux, on ouvre des spécificités dans la machine qui nous permet d'aller attaquer certains matériaux également. D'accord, merci. Et je vais revenir du coup à ma question initiale. C'était sur, vous fabriquez un nouvel outil qui est depuis quelques années. Comment on prend place sur un marché, donc autant privé que particulier? Est-ce qu'il y a des enjeux et surtout quel est l'enjeu de l'évolution technologique? Parce que pendant des années, quand on faisait une fraiseuse, la fraiseuse, elle ne bougeait pas. Maintenant, quand on fait une imprimante 3D, est-ce qu'elle a un besoin évolutif beaucoup plus important? Je ne pense pas que la machine ait un besoin évolutif très profond. En tout cas, sur des temps moyens, ça me paraît cohérent de ne pas changer de machine. Les machines sont fiables, elles sont durables. Et par contre, l'apprentissage que l'homme va faire de cette machine va permettre d'aller de plus en plus loin. Sur la question, j'ai perdu le début de la question, du coup, je veux bien que tu reposes la question. Je vais te dire des bêtises après. Ma question, c'était vraiment comment on prend place sur un marché. Merci, super, tu m'as remis sur la voie. Déjà, on a un petit peu de chance, parce qu'il faut faire parler de sa marque, etc. Ça, c'est un premier point. Et on fait énormément d'éducation. Et donc, on passe extrêmement beaucoup de temps à partager, à éduquer, à faire comprendre, à faire savoir, à faire connaître, pour qu'à un moment, peut-être, on ait la chance de vendre 1 ou 1000 machines. D'accord. Et ensuite, pareil, sur sa place dans le marché, vous vendez des machines, mais est-ce que vous vendez également un accompagnement, de la formation avec? Oui, tout à fait. On vend bien sûr des machines, mais on vend aussi, j'allais dire presque, et surtout, voire on commence même parfois à l'imposer, un accompagnement pour que cette machine ne reste pas dans un placard, mais soit profondément utilisée le plus possible, qu'elle tombe presque le plus en panne possible. Ça veut dire qu'elle est surutilisée. Ce serait génial. Oui, on vend de plus en plus de l'accompagnement parce que il faut partager un savoir-faire, un savoir de dessin, un savoir de réglage, un savoir de matériaux parfois. Donc, et souvent, maintenant, on co-travaille même les produits avec nos clients pour que le résultat soit satisfaisant, évidemment, mais que la technicité du produit réponde au cahier des charges de base. D'accord. Je vais vous remercier. Avec et plaisir. Puis, du coup, on va continuer nos intervenants dans la chaîne du coup, de la fabrication de pièces industrielles en impression 3D. Moi, j'avais juste beaucoup. une toute petite question à te poser jusqu'à la fin. Est-ce que tu fabriques des imprimantes 3D? Tu utilises l'impression 3D pour fabriquer tes propres machines? Oui, tout à fait. On a une ferme de 300 machines qui impriment des imprimantes 3D en permanence. Voilà, c'est le circuit parfait. J'imprime mes propres machines qui elles-mêmes m'ont imprimé. Merci beaucoup. Voilà, le fabricant de machines, utilisateur de sa propre technologie d'ailleurs, c'est plutôt intéressant. On va maintenant avoir l'utilisateur. Alors Arnaud Pommier est l'emplaste. Alors lui, il utilise l'impression 3D. Et dans la préparation de notre intervention, il a dit des choses intéressantes, au-delà de la technologie, sur aussi le modèle économique, à quoi ça sert, et puis les limites aussi. Tout à fait, oui. Je te laisse entre les mains. Merci. Alors, bonjour Arnaud, bienvenue. Bonjour. Du coup, pour commencer, quel service vous proposez, à quelle clientèle et surtout, où se situe l'impression 3D dans votre offre? D'accord. Alors en fait, Elenplace, dont je suis le gérant, c'est une TPE d'une quinzaine de personnes qui, depuis une quinzaine d'années, est spécialisée dans l'usinage des matières plastiques. On a toujours associé à cet usinage les savoir-faire de bureaux d'études et donc d'amener à nos clients des solutions nouvelles. Et on s'est effectivement intéressé il y a déjà pas mal d'années à l'impression 3D. Justement pour pouvoir permettre de trouver de nouvelles solutions aux problématiques de nos clients industriels. Alors ces technologies, on les considère comme étant non pas des technologies de remplacement des technologies actuelles, qui sont nos métiers de base, donc principalement l'usinage, mais vraiment une technologie complémentaire qui permet de faire d'autres choses autrement. D'accord, donc si j'ai bien compris, si vous utilisez cette technologie, c'est pour élargir votre clientèle. Comment elle devient rentable, l'impression 3D? Ouais. Alors effectivement, c'est soit pour élargir notre clientèle, soit pour, encore une fois, proposer une nouvelle offre à nos clients actuels. Alors effectivement, l'impression 3D, c'est quand même un domaine qui est
Pas forcément celui qu'on voit dans les médias, hein, avec beaucoup de facilité d'utilisation, des machines avec lesquelles on peut faire de tout très rapidement et pas cher. C'est pas ça du tout. On est dans un domaine industriel où on fabrique des pièces industrielles avec des machines industrielles. Ce qui fait que les investissements peuvent être importants, et quand je dis importants, sont aussi importants que des machines-outils, plusieurs centaines de milliers d'euros hein, sur certaines machines, avec des coûts matériaux qui restent encore au jour d'aujourd'hui assez élevés par rapport à d'autres types d'approvisionnement. Et donc, effectivement, on a des pièces qui peuvent être relativement coûteuses. Là où effectivement il faut mettre, et où le modèle économique est aussi, c'est par rapport au service rendu. Effectivement, l'impression 3D permet d'amener d'autres services. Mathieu en parlait par exemple sur la rapidité d'exécution, hein, sur la complexité des pièces, sur la possibilité d'avoir des designs beaucoup plus novateurs, sur la possibilité par exemple de sécuriser des ensembles. Et donc effectivement la valeur ajoutée va venir là. Maintenant effectivement on est sur un marché qui reste malgré tout un marché naissant, qui est hyper médiatisé, même encore maintenant, mais qui, dans les faits, dans l'industrie classique, telle que l'agroalimentaire, l'automobile, reste certainement sous-exploité et mal connu. Voilà. Donc le modèle économique est encore à trouver pour qu'il y ait une vraie rentabilité sur ces technologies-là. D'accord, donc je vois c'est plus clair, une diversité, mais quand même un flou sur certains marchés, sur certains domaines. Oui, alors nous qui sommes effectivement petits industriels faiseurs, effectivement c'est un réel investissement de notre part que de miser sur ces technologies. Mais on y croit, c'est aussi un moyen pour nous de nous diversifier, hein, d'avoir une offre différente de nos concurrents. Ça nous permet de gagner des parts de marché, très clairement, de rentrer dans certaines industries, alors que si on avait gardé nos métiers de base, on n'aurait jamais pu le faire, parce que effectivement, on arrive à proposer un service différent, de nouvelles solutions. Et ce sont des choses qui sont actuellement très importantes, la flexibilité aussi. Hein. De plus en plus, les grosses industries aiment produire local, aiment produire rapidement, ne pas tenir de stock. Mathieu parlait de l'hyper-personnalisation, ça existe aussi dans l'industrie. Effectivement, d'avoir des pièces de machine parfaitement adaptées à l'utilisation de la machine ou à certains opérateurs. Voilà, on parle d'ergonomie, de choses comme ça. Et là, effectivement, ces technologies permettent beaucoup plus facilement que d'autres technologies type injection plastique de faire des choses très personnalisées relativement rapidement. D'accord. Maintenant, je vais un peu changer de sujet et parler justement dans l'expérience utilisateur, ceux qui vont se lancer dans l'impression 3D, donc un technicien, un ingénieur, un étudiant en stage qui veut utiliser l'impression 3D. Est-ce qu'il y a besoin d'un savoir-faire préalable, déjà d'une expérience, d'une formation ? Ouais. Alors nous, on a un regard de mécanicien, parce que encore une fois, on est mécanicien à la base, et on trouve que c'est une très bonne porte d'entrée pour arriver à l'impression 3D, parce que il faut voir effectivement qu'on fabrique des pièces mécaniques, et donc on a besoin de cette culture industrielle, de comprendre les besoins de nos clients, les exigences de nos clients. Et pour ça, effectivement, le fait d'avoir des connaissances en mécanique, en bureau d'études, en conception mécanique, en calcul de charges, etc., de structure, permet effectivement d'avoir une qualité rendue de pièces qui est intéressante. On est plasturgiste aussi. Alors effectivement, on peut faire de l'impression 3D sur du métal, sur de la céramique et autres. Nous, on s'est spécialisé dans notre savoir-faire qui est le plastique. Effectivement, ce savoir et ces connaissances que l'on a des matériaux plastiques, effectivement, nous permettent de fournir et de proposer à nos clients le bon matériau avec la bonne technologie pour l'utilisation dont ils vont avoir besoin sur telle ou telle pièce.
Et une question maintenant sur un peu une dernière question sur peut-être un cliché, je ne sais pas, c'est vous qui allez me dire. On dit souvent que l'impression 3D est une technologie plus verte. Vous, en tant qu'utilisateur de cette technologie, est-ce que vous le ressentez? Est-ce que c'est vrai ou non? Alors, je pense que c'est à nuancer. C'est-à-dire que tout va dépendre, encore une fois, de la technologie qu'on va utiliser, du type de machine qu'on va utiliser. Lorsqu'on est effectivement sur des petites machines en FDM, on va effectivement se dire il n'y a pas beaucoup de consommation énergétique. Finalement, étant donné qu'on est sur de la fabrication additive où on vient ajouter la matière là où on en a besoin et non pas de la fabrication soustractive comme l'est l'usinage, effectivement, c'est plutôt vertueux. Bon. On peut avoir des machines fabriquées très près de chez nous. Dagoma, c'est le meilleur exemple, avec une fabrication locale. Ça permet effectivement aussi de réintégrer des fabrications qui peuvent être faites très loin, de les réintégrer proche de chez nous. Encore une fois, la rapidité, le fait de pouvoir reproduire un peu tout type de pièces, tout ça, effectivement, ça va plutôt dans le bon sens. Maintenant, effectivement, si on regarde d'autres technologies, on se dit, avec des matériaux fabriqués en Asie, parce que les matériaux coûtent cher, donc en Asie, on coûte un peu moins cher, avec des machines professionnelles qui ont des grosses consommations énergétiques, autant qu'une machine-outil Tour, avec des procédés de fabrication, je pense par exemple à la fabrication de poudre en polyamide pour la technologie SMS, qui sont très gourmandes elles-mêmes en énergie lors de la fabrication, avec parfois des problèmes aussi de recyclage derrière, des débouchés qui ne sont pas encore, bien organisés, bien connus. Donc c'est encore une fois à nuancer. Voilà. Ouais. D'accord, merci beaucoup pour ces précisions. Pas de problème. Pour l'utilisation de cette technologie. Donc, merci pour vos questions. Oui, Gabriel, je vais juste me faufiler. Ouais. Parce que moi, je suis banquier. Alors les banquiers, vous savez, ça a toujours l'esprit un peu mal tourné. Finalement, l'impression 3D, ok, très bien. Les avantages, hyper-personnalisation, ça répond à ces soucis du marché. D'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est le monde médical, finalement, qui a été très utilisateur. Est-ce que l'impression 3D, c'est rentable? Est-ce qu'on arrive à faire payer cette hyper-personnalisation? Est-ce qu'on arrive à faire payer le service que rend la fabrication additive ou pas? Ou pas. Voilà, donc effectivement, si on regarde de manière même mondiale, la fabrication additive est très difficilement rentable pour le moment. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas intéressante, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller, mais effectivement, l'industrialisation de la fabrication additive est actuellement très compliquée, que ce soit pour les utilisateurs, que ce soit pour les fabricants machines. On s'aperçoit que cette fameuse poule aux œufs d'or dont on parlait il y a quelques années, elle arrive dans le monde réel et on s'aperçoit que ce n'est pas si facile de rentabiliser, c'est pas si facile d'arriver à trouver un business model qui rapporte suffisamment pour maintenir une activité. Donc bien souvent, il faut investir dedans, il faut trouver des moyens de financement pour continuer à aller dedans. Donc je pense que c'est en pleine évolution. Encore une fois, la fabrication additive, elle est encore, je suis persuadé, au balbutiement. Et donc ces modèles économiques vont se trouver et ça va... Et c'est quoi la solution? C'est l'économie d'échelle, c'est le changement de taille, c'est le fait de fabriquer plus vite, de façon à écraser quelque part les coûts. C'est dans des innovations technologiques. C'est parce qu'aujourd'hui, la technologie que nous utilisons ou que vous utilisez ne permet pas encore, ou est-ce que c'est simplement faire accepter au client que le service qu'on lui rend au travers de la fabrication additive doit être payé? C'est quoi la solution? Il y a un petit peu tout ça, c'est-à-dire qu'effectivement, plus on va produire de machines, plus on va produire de matériaux pour les machines, plus les coûts vont baisser, ça c'est certain. Plus on va produire de pièces, plus ce sera facile aussi de rentabiliser les investissements. Encore une fois, quand on investit plusieurs centaines de milliers d'euros avec des matériaux très chers derrière, c'est compliqué. Et effectivement, il faut bien longtemps, on a dit l'impression 3D, c'est pas cher. D'accord, ça permet de faire des pièces facilement à très bas coût. C'est pas vrai.
Et donc ça, il faut changer les mentalités. Et effectivement, je suis persuadé que le modèle économique n'est pas dans la fabrication de la pièce elle-même, mais dans la commercialisation du service lié à la fabrication de cette pièce. Nous, Elenplace, qui sommes encore une fois une petite TPE, on a juste notre horizon d'entreprise de 15 personnes régionales. On s'aperçoit que notre premier client, c'est notre bureau d'études en interne. Voilà. Merci Arnaud. Moi, j'aime beaucoup cette idée que ce n'est pas la fabrication elle-même qui va trouver son marché, c'est les services qu'elle va rendre, qu'elle va permettre. Ça, je trouve que c'est une idée très intéressante. Merci Arnaud. Pas de problème. Eh ben, on va confronter cette idée. Merci. On va la confronter à un autre grand nom de l'industrie. Alors d'habitude, quand on reçoit les gens d'Orano, et on va recevoir Kevin Blanchard d'Orano, on parle plutôt nucléaire. Et en ce moment, le nucléaire, on en parle plutôt beaucoup. Là, pour le coup, j'ai découvert en tout cas, que Orano utilisait la fabrication additive. C'est l'occasion d'en parler avec lui, de savoir au moins pourquoi il l'utilise. Et puis peut-être d'apporter un complément à l'avis qu'a eu Arnaud. Alors Kevin, lui, est à distance. Voilà, Kevin, on te voit dans la petite lucarne. Et c'est Louise qui va s'occuper de toi immédiatement. Donc bonsoir Kevin, merci beaucoup de te joindre à nous. Déjà, est-ce que tu pourrais commencer par présenter un peu l'historique de l'utilisation de cette nouvelle technologie au sein d'Orano? Qu'est-ce que ça a changé au quotidien pour vous dans ton métier? Alors, il semblerait qu'on ait un petit souci technique et qu'on ne l'entende pas. Oui. Allô, allô? Allô? Oui, c'est bon, on vous entend. Pardon. Ça y est, vous m'entendez? Ça y est, c'est tout bon. Ok, super. Comme je disais, je vais juste planter un petit peu le contexte pour comprendre. Donc, je suis responsable du pôle industrialisation à la direction des études au sein de la business unit démantèlement et services d'Orano, donc ex-Areva. Et du coup, j'ai la chance de manager une vingtaine d'ingénieurs et de techniciens. Et notre métier, c'est étudier des machines spéciales qui n'existent pas dans le commerce ou qu'il faut modifier pour pouvoir intervenir en milieu nucléaire, notamment sur le démantèlement, mais pas uniquement. Donc, je pense que c'est important d'en parler pour comprendre un petit peu ce que je vais dire derrière. Donc, initialement, l'impression 3D, elle a été intégrée dans notre service en 2017 avec comme finalité de convaincre à la fois en interne et en externe, notamment nos clients. Autrement dit, on réalisait des prototypes et des maquettes de façon à pouvoir démontrer et valider nos concepts. Aujourd'hui, ça a un petit peu changé, en tout cas, ça a évolué grâce à nos 3 technologies d'impression 3D que nous avons. Donc nous avons de la FDM, de la SLA et de la SLS, autrement dit du fil fondu, de la stéréolithographie et puis du frittage. Et notre maîtrise de ces technologies-là, elle nous rend capable aujourd'hui de réaliser des outils à part entière que l'on peut directement utiliser sur nos chantiers. Et donc, c'est ce gap qu'on a fait depuis 2017. On est passé d'une machine en 2017 à un parc de 12 machines et de 3 Fab Labs en 2022. On est à peu près un peu plus de 20 000 heures d'impression par an, ce qui fait nous des utilisateurs assidus de l'impression 3D. Qu'est-ce que ça a véritablement changé au quotidien dans notre métier? Bon, très concrètement, on est passé de pièces que l'on faisait réaliser par des fournisseurs, donc en usinage traditionnel, par soustraction de matière avec un outil, vers une réalisation en interne en impression 3D par ajout de matière avec un outil invisible qui est le laser. Et grâce à ça, on a pu accéder à des géométries, des topologies complexes qui nous ont permis plusieurs choses. D'abord, d'abaisser la masse des pièces et des objets que l'on fabriquait. Et pour certaines de nos problématiques, c'est très important de pouvoir baisser la masse de nos objets, mais aussi et surtout de baisser les coûts de fabrication.
et donc d'introduire chez nous un certain droit à l'erreur. Et je trouve que c'est très important de le dire, en tout cas, nous, dans notre service, on voit tout de suite que faire un objet en impression avec du plastique en interne, ça va coûter moins cher que de faire un cahier des charges sous-traité et faire ça en acier. Donc, on a introduit cette notion de droit à l'erreur et quelque part, on est aussi arrivé avec ce droit à l'erreur à repousser nos limites de l'innovation. On a atterri sur des concepts qu'on n'avait même pas imaginés avant d'avoir l'impression 3D et que non seulement on a imaginé, mais on a réalisé grâce à l'impression 3D. Donc, pour illustrer cela, je vous invite à regarder, par exemple, sur YouTube, vous taperez Anémone Orano. Anémone, c'est un préleveur qui est conçu sur la base du biomimétisme et qui est entièrement réalisé avec l'impression 3D et on le vend en tant qu'objet et ça sort directement de notre Fab Lab. Un autre point qui est arrivé sur l'utilisation de l'impression 3D et que l'on constate, il a déjà été dit par mes collègues, c'est une rapidité entre l'émission du besoin par le client et la mise à disposition des pièces. Autrement dit, on s'est réapproprié toute la chaîne d'approvisionnement des pièces, depuis le cahier des charges vers le fournisseur, la conception, la réalisation, jusqu'à la livraison des pièces. Et ça nous permet deux choses. D'abord, de conserver la compétence en interne et ensuite de protéger notre savoir et nos innovations. Merci beaucoup pour toutes ces explications détaillées. Tu as évoqué notamment le fait que ça change, qu'on va plus loin, qu'on a le droit à l'erreur, qu'on a des géométries et des topologies beaucoup plus complexes. Est-ce que d'un point de vue métier, ça change aussi les compétences qui sont attendues, recherchées par l'entreprise et comment elles évoluent? Est-ce qu'il y a des formations sur le sujet? Est-ce que c'est une condition au recrutement autour de tout ce qui est métier et compétences métiers? Oui. Bon, alors aujourd'hui, notre Fab Lab, il est piloté par des projeteurs et des ingénieurs mécaniques. Autrement dit, un bureau d'études qui fait vivre ce Fab Lab. Ils n'ont pas reçu de formation particulière à l'impression 3D. La compétence sur ce domaine dans notre service, elle est directement acquise de manière empirique. Et puis, on établit un petit peu, oui, nos attentes, elles évoluent. Aujourd'hui, quand je regarde un CV, je regarde notamment si la personne, elle a des centres d'intérêt ou des activités autour de l'impression 3D, mais pas que. Mes collègues, ils en ont aussi parlé, je les rejoins, une formation en conception mécanique, peut-être une curiosité bien placée, notamment en impression 3D et un retour d'expérience, peuvent suffire à répondre à notre besoin, mais je suis persuadé que les attentes vont évoluer au fur et à mesure que le marché de l'impression 3D va évoluer. Il existe des formations sur l'impression 3D. Nous, on en avait approché quelques-unes il y a quelques temps aussi. Je ne suis pas peut-être au goût du jour, mais pour moi, elles restent assez limitées et plutôt orientées sur la maintenance ou les technologies ou les matériaux. Nous, on a clairement besoin de la conception et je rejoins ce qui a été dit en amont. La conception, c'est tout le problème central que nous, on va avoir. Par fabrication additive, la conception change et donc c'est sur cet axe-là que l'on va rechercher les compétences. Merci beaucoup. Je vais terminer du coup, cette dernière intervention par une question un peu plus ouverte. Ça fait assez peu de temps que c'est tout récent pour Orano d'utiliser l'impression 3D, mais comment tu vois le futur, l'évolution? Est-ce que pour toi, vous utilisez actuellement toutes les possibilités qui sont liées aux machines que vous avez et comment tu envisages les évolutions à venir autour de cette technologie-là chez Orano? D'accord. Alors, comme je disais, on a 3 technologies chez nous, FDM, SLA et SLS. On n'est pas du tout prétentieux, on apprend de façon empirique. Donc, clairement, non. On n'est pas au bout des limites de certains concepts, certaines innovations, de les repousser, mais on n'a pas encore fait le tour de la question. On a d'ailleurs quelques problématiques sur lesquelles on est en train de plancher ou on devrait plancher dans peu de temps.
notamment par exemple la qualification de la tenue mécanique des pièces que l'on fabrique en impression 3D. On souhaiterait par exemple avoir un ordre de grandeur de la tenue mécanique de nos pièces sans pour autant réaliser des notes de calcul sur chaque pièce. Donc il y a une forte demande de nos clients en disant vous avez des beaux objets spécifiques qui rentrent dans nos besoins, à quelle résistance mécanique on peut leur appliquer, et c'est toute la question qu'on essaye de résoudre aujourd'hui. Et le deuxième point qui est typiquement issu du nucléaire, c'est la tenue des matériaux, notamment à l'irradiation, donc une contrainte forte dans le nucléaire. Donc ça, c'est deux enjeux qu'on essaye de traiter. Et ensuite, pour l'ouverture sur les différentes technologies, pour le moment, les imprimantes qui pourraient nous intéresser sont celles qui proposent des impressions multimatériaux ou matériaux métalliques, mais elles restent encore assez coûteuses et elles ont des contraintes d'utilisation qui nous brideraient dans notre mode de fonctionnement de travail qui est très Fab Lab. Donc pour le moment, on va dire qu'on capitalise notre Rex sur les technologies qu'on a déjà, et puis on essaie de garder un œil ouvert, une veille sur les technologies émergentes. D'accord, merci beaucoup Kevin. On va continuer du coup les différentes Merci Kevin, phases. Très belle intervention, très, très précis. Moi je retiens deux idées qui sont un peu disruptives, c'est le mot à la mode. C'est l'idée que la fabrication additive donne un droit à l'erreur. Alors ça, je trouve ça assez intéressant comme idée. Cette possibilité de dire, effectivement, grâce à la fabrication additive, on peut tenter une fabrication, une pièce, et on a le droit de la recommencer, on a le droit de se tromper. Ça, je trouve que c'est intéressant. Et puis la deuxième chose que Kevin a dit, qui est assez aussi intéressant, c'est d'abord soyez des techniciens ou des ingénieurs. Des mécaniciens, des gens qui travaillent sur la conception, des gens qui ont une technique, et ensuite vous utiliserez cette technologie. Alors, je trouve que ça laisse beaucoup d'ouverture finalement, ce qui veut dire que pour tous ceux qui aujourd'hui font des études techniques, c'est la possibilité à un moment ou un autre, en fonction de l'entreprise dans laquelle on travaille, en fonction des usages qu'elle a, de passer à la fabrication additive et de se spécialiser finalement dans ça. Je trouve que ça laisse beaucoup d'ouverture et ça permet à tous de découvrir cette technologie, peut-être à certains de s'y investir. Merci beaucoup Kevin. Alors, on va recevoir allez, je vais le dire, Bruno a ouvert cette session pour nous rappeler des très bons souvenirs. On a un peu la mascotte de cette émission. Et oui, puisque Boris Lombard, qui n'est autre que le patron de KSB en France, et pas qu'en France, puisqu'il revient d'Inde, ce qui veut dire que son périmètre est très large, Boris a été un de ceux qui ont fait la première émission du Web Café à un moment où la crise Covid nous frappait extrêmement durement, et finalement, sa présence à cette première émission nous a permis d'en faire 55. C'est tout le mal que je vous souhaite à Gabriel et à Louise. Alors, on va faire venir Boris, le mettre entre vous, et puis vous laisser converser avec lui. Merci beaucoup Frédéric, et merci Louise et Gabriel pour cette première. Alors moi, ce que je retiens de ce que j'ai écouté, ce sont deux choses. D'abord, c'est une appétence naturelle pour l'impression 3D. Je trouve ça très intéressant de voir que les jeunes qui sont aujourd'hui dans des écoles d'ingénieurs ont leur propre imprimante 3D à la maison, sont déjà très bien formés. Ça m'a beaucoup frappé dans la première intervention. Et puis le fait que les industriels font un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on tâtonne au départ, on expérimente, en tout cas c'est ce que l'on fait chez KSB, je pourrais en dire deux mots tout à l'heure. Et puis la deuxième chose que je retiens, c'est que c'est une vraie technologie de rupture. C'est que ça ouvre véritablement le champ des possibles, également au niveau de la conception. KSB, nous sommes une entreprise qui fabrique des pompes et des vannes. Nous sommes un industriel allemand assez présent en France, puisque nous avons 4 usines en France, mais nous avons 30 usines dans le monde. Et nous faisons des produits finalement assez classiques, que l'on fait de la même manière depuis des lustres, depuis des années. Une pompe, ça reste une pompe avec une roue moulée, très souvent en fonte. Eh bien, l'impression 3D change complètement les caractéristiques mécaniques des produits que l'on utilise et nous permet justement d'explorer tout un univers qui était inconnu jusqu'à présent. Alors, bien évidemment, les témoignages que j'ai entendus ce soir font écho à
à ce que je peux vivre moi chez KSB. Nous avons 3 cas d'usage essentiels pour l'impression 3D. Le premier, c'est évidemment la R&D. Alors là, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. On fait beaucoup de prototypes, on utilise d'ailleurs les 3 technologies que vous avez mentionnées. On a investi beaucoup dans la fabrication métallique. Je crois qu'on a une des plus grandes imprimantes au monde. Dans notre usine de Pegnitz en Allemagne, on a investi plus de 2 millions d'euros sur une des 4 imprimantes que l'on a sur place. Mais également en France, dans nos laboratoires de recherche, nous avons des imprimantes qui utilisent les autres technologies que vous avez mentionnées, soit par exemple l'utilisation du filament, soit également la résine, hein, que l'on utilise également, la stéréolithographie qui fait partie des technologies qu'on utilise. Donc on fait appel à ces trois technologies pour la R&D. Et ce qui est intéressant, c'est justement d'ouvrir le champ des possibles et de penser à des produits qui sont finalement hybrides, qui vont faire appel à la fois dans leur conception à des technologies très classiques, à une conception très conventionnelle, et qui vont également y adjoindre de l'impression 3D, parfois pour faire, et ça a été mentionné, de la customisation. Et ça, je trouve ça aussi très intéressant, dans un monde dont les chaînes de valeur se régionalisent, de pouvoir avoir la possibilité d'adapter le produit localement avec de l'impression 3D. C'est un peu ce que l'on fait chez Adidas lorsque on prend une tennis blanche et puis on permet au client finalement de la faire à son image, de l'adapter, de la customiser, pour le dire en bon français, directement dans le magasin. C'est un peu aussi ce que l'on peut faire demain, et ce sur quoi on travaille nous en tout cas, sur certains produits, pour pouvoir les adapter aux besoins du marché. Donc un champ des possibles, encore une fois, qui va s'élargir avec la combinaison de ces 2 technologies, conventionnelles et 3D. C'était une de mes questions. L'impression 3D, c'était novateur. On l'a aussi vu avec les échanges qu'il y a cette limite. C'est-à-dire que ce n'est pas non plus le remède miracle. Donc finalement, le futur, ce serait cette hybridation comme l'ouverture de tous les champs des possibles, avec l'impression 3D pour les détails plus techniques, alliée avec l'impression plus classique pour tout ce qui ne peut pas être fait en impression 3D finalement. Oui, ou avec des concepts et des designs qui sont complètement nouveaux et complètement novateurs. Nous, on a la chance aussi de travailler beaucoup sur des projets. Et tout dépend effectivement du type de production auquel on a à faire face. Si on fait de la production série, ça me paraît beaucoup moins adapté que si on travaille sur des projets bien spécifiques qui sont adaptés à la demande spécifique du client, puisque le produit, dans ce cas-là, est unique. Donc ça ne va pas intéresser tous les industriels. Mais en tout cas, pour ceux qui travaillent sur des projets, je pense que ça ouvre beaucoup de portes. On commence d'ailleurs, et c'est le deuxième cas d'usage, nous, en ce qui nous concerne, à fabriquer des produits, lorsqu'on a des designs très complexes, lorsqu'on a des garnitures mécaniques, par exemple, à fabriquer, lorsqu'on a des couvercles à fabriquer qui incluent toute une tuyauterie, tout un système de chauffage ou de réfrigération. On fait cela en impression 3D parce que le moule nécessaire à la conception de telles pièces serait beaucoup trop coûteux à réaliser. Donc on voit aussi qu'on a dès aujourd'hui des cas d'usage assez pratiques, et on s'aperçoit d'ailleurs que dans les produits que l'on conçoit, on a souvent une réduction de poids de 50 à 70%. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'on a un gain immédiat également sur la matière, et qu'on dépense beaucoup moins de matière, il y a beaucoup moins de déchets, puisqu'on utilise uniquement la matière dont on a besoin dans l'impression 3D. Donc il y a de vrais avantages. Et puis le dernier point qui paraît essentiel, c'est le service. Sur la conception de pièces détachées, lorsqu'une roue de pompe, et parfois de vieilles pompes pour lesquelles on n'a plus les moules, vient à casser, que ce soit une pompe d'ailleurs de KSB ou de la concurrence, on est capable de scanner en 3D l'image de la pièce défectueuse, de transmettre les données directement à notre centre en Allemagne, et puis de réaliser donc la pièce en impression 3D. Donc ça permet d'être plus écolo, puisqu'on n'a plus le flux logistique qui consisterait à renvoyer la pièce à l'usine, concevoir le moule et produire la pièce. Un gain de temps aussi. C'est beaucoup plus rapide, effectivement, puisque un moule à concevoir, c'est à peu près, et une fonderie, une pièce, en tout cas en fonderie à concevoir, c'est à peu près, ça peut être 6, 7, 8 semaines, alors qu'en impression 3D, on peut avoir
la pièce immédiatement. Donc il y a un gain de temps sur les processus, notamment critiques, qui est tout à fait appréciable, et c'est aussi un cas d'usage qu'on utilise en tout cas chez nous et qui a été rappelé, et qui est aussi une manière de donner une seconde vie parfois à des équipements qui pourraient être considérés obsolètes et qui, parce qu'on arrive à les réparer sous une semaine, peuvent encore continuer à vivre pendant 10-20 ans. Donc à l'âge où on lutte contre l'obsolescence programmée, à l'âge où on commence à travailler sur des notions d'économie circulaire, c'est une technologie qui peut apporter beaucoup d'avantages. D'accord. Merci beaucoup pour ce mot de la fin dans les intervenants, en tout cas pour ces précisions. Merci à vous. Merci Boris. Je vais te proposer de rester. Et juste en t'écoutant, j'avais une petite. J'ai lu il y a peu de temps que ce qui allait permettre, la fabrication additive allait permettre les missions sur Mars, puisque pour éviter que ces missions embarquent un certain nombre de pièces détachées, eh bien, ils embarqueront des imprimantes additives qui permettront aux cosmonautes, pendant tout le voyage, d'éventuellement réparer des pièces en les fabriquant eux-mêmes. Et je trouve que c'est au-delà de l'anecdote, c'est une utilisation qui est assez intéressante de la fabrication 3D. Alors ce que je vous propose, c'est que tout le monde revienne ici avec Louise et Gabriel, et puis qu'on réponde à quelques questions peut-être. Martine, c'est toi qui as reçu les questions. Alors malheureusement, on ne pourra pas répondre à toutes les questions parce que le temps va nous presser, mais répondre rapidement. Alors pour ceux qui répondront, je ne sais pas qui répondra, je ne connais pas les questions, on va déjà mais les poser. répondre brièvement de façon à pouvoir en passer 2 ou 3 avant de clôture. Tout à fait. Alors Louise, je te laisse la main parce que c'est toi qui as consulté les questions. Oui, donc tout d'abord, j'ai une question pour Mathieu. Parce que j'ai une question autour du... J'ai perdu la question, pardon. Est-ce que vous voyez est-ce que vous avez des chances d'exporter vos produits? Vous avez parlé un peu des États-Unis, etc. Donc comment ça se passe au niveau, justement, qu'est-ce qu'on exporte quand on exporte de l'impression 3D? Il y a plein d'options. On peut exporter les produits directement, mais c'est probablement la dernière chose à faire pour l'environnement. Le mieux, c'est probablement d'exporter une ou des machines pour que les produits soient fabriqués localement. D'accord, donc en fait, on a un changement dans la chaîne d'approvisionnement de quelque chose. La chaîne n'est plus au sens classique. On envoie les outils pour faire les outils. Je vais vous partager mon rêve, c'est que les entrepôts logistiques soient pourvus de machines qui fabriquent et qu'on arrête de ramener des camions dans un entrepôt, mais que l'entrepôt se transforme en une micro-usine qui livre des produits. Bon. Je n'oublie pas l'assemblage. D'accord, merci beaucoup. Ensuite, j'ai une question, je pense que ça va plutôt être Jérémy qui va y répondre. Au niveau des types de plastique qui sont utilisés pour l'impression 3D, et notamment, est-ce qu'on utilise des matières qui ne sont pas issues de produits fossiles? Oui, même beaucoup, puisque une des matières qu'on utilise le plus sur les petites imprimantes 3D, et ça depuis le début, on utilisait beaucoup l'ABS et le PLA, et le PLA c'est un polymère qui est biosourcé. Et qui n'est pas issu de ressources fossiles et qui a la particularité de fonctionner très très bien en impression 3D. Donc oui, il y a des matières biosourcées et aujourd'hui on peut trouver tout en impression 3D. Je m'amuse à compléter, mais même dans les matériaux techniques, vous avez des PA11 qui sont des matériaux techniques, solides, pertinents pour plein d'applications, déjà utilisés dans de l'injection, qui sont biosourcés également. D'accord. J'avais juste encore une question. Alors, on nous demande et on vous demande, est-ce que vous voyez des nouveaux concepts industriels émergés qui sont basés sur des technologies d'impression 3D qui n'auraient pas existé autrement? C'est un peu ce à quoi je faisais référence tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a effectivement de nouveaux produits qui peuvent émerger. Il y a des conceptions qui n'étaient pas accessibles de manière classique, notamment... je peux avoir pour ma partie, la partie liée à la fabrication additive métallique et qui voit le jour aujourd'hui. Donc oui, il y a de nouveaux concepts. Oui, dans le travail sur les formes, pour avoir des formes très complexes qui font passer par exemple plusieurs fluides à l'intérieur, sans aucun joint, sans aucune connexion entre eux, et donc avec des taux d'usure qui seront très très faibles et une durabilité qui sera exceptionnelle. Bien sûr, il y en a des millions. Donc je crois que Louise, qu'on a plus de questions et en plus on est pile dans le timing pour conclure. Donc j'en profite déjà pour tous vous remercier. Donc je remercie particulièrement Bruno, Boris, Frédéric pour la confiance qu'ils m'ont donnée à porter ce projet avec notre groupe d'étudiants. Donc là vous en voyez 2, mais il y en a 5 autres qui ont
participer à notre groupe projet, que je salue également et qui sont à distance. Et voilà, nous souhaitons avec Louise et Gabriel que d'autres nous rejoignent. Donc c'est aussi un appel à leur contribution. Vous aurez, en concluant effectivement cette émission, un rappel des prochaines dates, parce que sachez que Héloïse et Gabriel ne vont pas s'arrêter jusqu'en septembre. Vous aurez des prochaines dates donc au mois de juin, au mois de juillet, août, jusqu'à septembre. Vous aurez également les thématiques associées. Un questionnaire aussi vous sera proposé donc en toute fin d'émission pour simplement savoir si vous avez apprécié cette émission, si vous avez des souhaits sur les prochaines thématiques à aborder et simplement aussi avoir vos avis sur la durée, le format, puisque c'est un premier pilote, mais ça a aussi vocation à évoluer selon simplement ce que vous attendez aussi et ce que souhaitent porter nos étudiants. Voilà, je passe la parole à nos différents invités, à Frédéric. Merci Martine. Merci Martine. Ouais. Voilà, c'est fait. Vous avez les clés du camion. C'est clair. Bravo. C'est pas facile de faire ça, mais vous vous en êtes remarquablement sortis. Alors maintenant, il faut continuer. Il faut vous approprier ces émissions. Il faut mettre votre personnalité. Et vous allez commencer tout de suite. C'est avec Martine, on va se retirer. Et vous allez conclure et nous dire, le questionnaire est toujours comment vous avez vécu ce premier pilote. Vous êtes régalé, vous êtes fait plaisir, c'est difficile. Alors je vais commencer parce que j'ai le micro. Je l'ai vécu de manière passionnée, on va dire, parce qu'on apprend plein de choses, on voit plein de points de vue différents. On comprend que, en tant qu'étudiant, justement, on a un peu grandi au lycée, on voyait arriver les imprimantes 3D, c'était magique, on allait pouvoir tout faire. Et en fait, oui, on peut faire beaucoup de choses, mais on ne peut pas tout faire. Et comprendre comment ça se place dans une chaîne industrielle, dans un milieu industriel français très développé. Qu'est-ce que c'est et quelle est sa place? Je trouve ça absolument passionnant. Donc au plaisir de découvrir d'autres thématiques et leur place dans l'industrie française. Je vais compléter ce qu'a dit Louise. Donc, c'était aussi un réel plaisir. Je ne m'y connaissais pas du tout dans le sujet, je dois vous l'avouer avant. Et c'était passionnant, tellement passionnant que quand on anime, on apprend tellement en échangeant. Sauf qu'on est là aussi pour le partager aux autres, au public. Donc c'est un double jeu parce qu'on doit essayer de penser à réagir à la bonne question et en même temps on vient d'apprendre quelque chose et on essaie parfois de le réfléchir encore. Donc voilà, c'était difficile, mais j'espère que ça a plu à ceux qui nous ont écoutés. En tout cas, j'étais ravi et merci à vous d'avoir rendu ça possible. Merci à tous. Je ne sais pas si vous avez juste un mot de conclusion et puis on en restera là. Bruno, moi, je veux juste dire qu'il n'y a pas de plus beau symbole que nous, les anciens, je dirais, Boris, Frédéric et moi, passer le relais à des jeunes. Et c'est un grand bonheur de les voir aussi professionnels et c'est un signe vraiment d'espoir. Et puis un petit mot également pour dire combien je crois que les industriels sont conscients de l'importance du corps enseignant aussi, de tous ceux qui transmettent, qui enseignent, qui sont un trait d'union entre les entreprises et les jeunes. Et donc, je crois que si nous travaillons ensemble de manière efficace, il y a vraiment un avenir pour cette industrie française. Donc, un beau message d'espoir ce soir. Merci, un grand merci à Martine qui a rendu ça possible, à l'IMT. Vraiment, grand coup de chapeau. Tu as réussi à faire renaître les webcafés qu'on croyait définitivement perdus. Et ça nous fait extrêmement plaisir. J'étais une fidèle, parmi les fidèles, tous les mercredis. Donc, ils sont devenus des web apéros d'ailleurs. Mais toute référence avec des boissons alcoolisées n'ayant absolument pas lieu d'être. Donc voilà, et puis c'est vrai que nous aussi à l'IMT, on est dans une dynamique de nos liens avec l'industrie et c'est notre ADN quand même aussi. Donc c'était un plaisir que de remettre nos écoles aussi dans cette dynamique et nos étudiants qui sont quand même les premiers à aller investir ces carrières de l'industrie qui les attendent et qui ont besoin de se faire connaître pour justement aller les intégrer. Est-ce que c'est bon, tout le monde? Alors, écoutez, c'est temps, voilà, parfait, on est pile dans le timing. Merci à tous de nous avoir écoutés. Vous aurez automatiquement ces prochains jours un replay. Et puis, au plaisir de vous retrouver pour ces prochaines émissions. Merci à tous et bonne soirée. Merci à tous.